Bienvenue dans Fighter dans la tête. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Joshua Marmier. Je commençais à travailler avec Joshua au moment où il s'apprêtait à rentrer au Pôle Espoir de Tourcoing. Depuis, je l'ai vu évoluer, comme judoka, comme combattant, mais aussi comme jeune homme. Et quand vous allez découvrir son parcours, vous allez comprendre que Joshua a fait des choix assez particuliers pour continuer à poursuivre ses ambitions. Il mène notamment 2 projets sportifs en parallèle, et vous allez découvrir pourquoi ce choix prend aujourd'hui tout son sens. Mais surtout, une nouvelle étape importante de sa carrière se prépare. Une décision qui pourrait changer beaucoup de choses dans son quotidien, son entraînement et dans la poursuite de ses objectifs. Je vous laisse découvrir lesquels au cours de cette conversation. Mais dans cette interview, ce ne sont pas seulement ses résultats qui m'intéressent. Je voulais comprendre ce qu'il y a derrière. Ses ambitions, ses sacrifices, la place de sa famille, les moments de doute aussi. Et ce qu'il met progressivement en place pour devenir le combattant qu'il veut être. Voici l'histoire de Joshua Marmier. Bienvenue dans Fighter dans la tête. Bonjour Joshua, je suis très content de te recevoir sur les premières interviews de Fighter dans la tête. Donc nous on se connaît depuis que tes parents m'ont appelé pour commencer à travailler ensemble à un moment donné. Donc tu étais au Pôle Espoir de Tourcoing. C'est ça. Et là récemment tu es sélectionné pour rentrer au Pôle France d'Orléans. C'est ça ? Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire et comment tu es arrivé jusqu'au Pôle France d'Orléans? En fait, j'ai commencé le judo à 4 ans et pendant 7 ans, j'ai fait des bases, j'ai appris les techniques et tout ça à mon ancien club à Mouveau. Et ensuite, j'ai commencé les compétitions là-bas. Et du fait d'avoir des médailles, des récompenses, tout ça, une fois qu'on a fait des combats et qu'on les a gagnés, ça m'a donné encore plus envie de faire des compétitions. Et là, mon entraîneur, il m'a dit si tu veux faire du plus haut niveau, il faut que tu changes de club parce que nous, on n'est qu'un loisir. Du coup, je suis parti et du coup, je me suis retrouvé à Wascal. Et là, j'ai beaucoup progressé. Là, j'ai déjà mes bases, donc après, c'était vraiment du plus. Et ensuite, je me suis retrouvé ici à Saint-Gain. Et en même temps, j'avais postulé au Pôle Espoir à Tourcoing et j'ai été pris. Et ça m'a permis aussi d'aller encore plus loin dans la progression. Et du coup, Tourcoing, ça se passe bien, tes résultats. Et puis tu arrives aussi à avoir cette sélection pour rentrer au Pôle France d'Orléans. En fait, au début, j'ai pas forcément eu les résultats attendus. C'était la première année, je me suis qualifié au championnat de France Espoir, mais c'est tout, j'ai rien fait d'autre. Et ensuite, il y avait des problèmes au niveau mental, et donc c'est là où on a fait appel à toi. D'accord. Et à partir de ce moment-là, là, il y a eu un déblocage et on est parti. Et là, les résultats, ils ont explosé. Ok. Et donc, ça a permis d'être pris là au Pôle France d'Orléans. D'accord, très bien. Tu as un parcours en Jiu-Jitsu Fighting aussi? Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, il y a. En fait, mon ancien entraîneur, c'était l'élève de celle qui m'a formé en Jiu-Jitsu. Et elle était venue à une compétition amicale et elle a demandé à ce que mon frère vienne. Et donc, je suis venu en même temps. Et moi, j'ai adoré le Jiu-Jitsu et j'ai continué. Et je m'entraîne encore le samedi. Et en fait, j'ai pu accéder au championnat de Belgique. Ensuite, j'ai pu faire des European Cup, les championnats d'Europe et de monde. Et c'est comme ça que du coup je suis arrivé là. Il y a eu une période où on travaillait ensemble. Tu étais à la fois sur le judo et à la fois sur le Jiu-Jitsu. Je sais que cette année, ça a été, t'as priorisé un petit peu. Tu as donné une priorité au judo. Ouais. Même si dernièrement tu as fait du Jiu-Jitsu, mais je pense que c'était plus allez, plaisir, on y va, j'ai la possibilité de le faire. Comment tu es arrivé à jongler entre une activité et l'autre? Et pourquoi le choix de dire, ok, non, cette année, le judo?
J'arrivais à jongler parce que le pôle espoir, enfin au début, comme j'étais pas au pôle espoir, je pouvais me permettre de choisir un peu mes entraînements. Mhm. Et ensuite, quand je suis rentré au pôle espoir, j'avais plus le choix que de m'entraîner le samedi. Et donc, du coup, ça me faisait 6 entraînements sur la semaine. D'accord. Et ensuite, bah, j'ai fait, euh, j'ai fait ça. Et c'est quoi la deuxième La deuxième c'était question, la deuxième question, c'est pourquoi cette année tu as fait le choix de dire non, ma priorité c'est le judo. parce que l'année dernière, j'ai fait quelques résultats, que j'ai pu me classer dans la ranking list, que j'ai augmenté, et que cette année, c'était ma dernière année en cadet, que j'avais vraiment envie, c'était un objectif de, en tout cas d'aller chercher une médaille en championnat de France, Mhm. si ce n'est que classer. Et du coup, bon, on termine la période cadet. Ah, tu es cadet troisième année, au mois de septembre junior. Bon. Quelles sont les ambitions à partir de là? On rentre en pôle France, junior. Comment ça se passe? Là, je vais essayer de faire un maximum de tournois là, on se remet à niveau, hein. C'est comme en KD1, Mhm. c'est la même chose. Là, Junior 1, il y a des gens qui ont 2 ans de plus que moi. Moi, physiquement, on va essayer d'évoluer encore un peu plus. Et ouais, c'est ça, trouver des compétitions, essayer d'aller chercher la qualif aux France. Et pour l'instant, on a ça comme objectif. Bah, c'est bien, c'est très bien, très bien. Construire petit à petit ton parcours en junior sans rentrer dans la médaille absolument tout de suite, quoi. On va construire un parcours. Ça, c'est très bien, c'est très bien. Euh, Tout à l'heure, tu as dit euh, qu'avant de travailler ensemble, il y avait des petits blocages, des petites choses qui ne te permettaient pas d'être performant complètement, aussi bien à l'entraînement qu'en compétition, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces blocages, les choses qui t'ont freiné à un moment donné? Les choses qui m'ont freiné, il y a eu des blessures qui m'ont freiné mentalement. Mhm. Et après, c'est aussi le fait que je me sois blessé, que le club il m'ait plus suivi, qu'il n'y ait plus de résultats. Et le fait qu'il y ait toutes ces choses-là, je pense que ça a joué mentalement. Et c'est pour ça que on a fait appel à toi. Je fais une courte pause dans Interview parce que peut-être qu'en écoutant Joshua, tu te reconnais. Tu travailles, tu t'entraînes, tu as des objectifs, mais en compétition, tu n'arrives pas toujours à exprimer le combattant, tu es réellement à l'entraînement. C'est précisément pour ça que j'ai créé Fighter dans la tête. Si tu veux commencer à travailler sur ton mental, envoie-moi simplement carnet, C-A-R-N-E-T, en message privé sur Instagram, Fighter dans la tête. Je t'enverrai gratuitement le carnet d'entraînement Fighter dans la tête. Et maintenant, je te laisse retourner à l'histoire de Joshua. Tout à l'heure, tu m'as parlé, enfin on a parlé, j'ai même introduit notre interview avec ça. C'est tes parents qui sont entrés en contact avec moi. Bon, d'accord, tu étais jeune, mais je sais que tes parents t'accompagnent beaucoup autour de ta performance. Quels sont pour toi, quel rôle ont tes parents pour toi? C'est, Ils sont ultra importants pour moi, ils sont tout. Moi, c'est ma mère qui m'a amené partout. Quand j'ai commencé en Benjamin, elle a commencé à m'amener en dehors dans les Hauts-de-France. Ensuite, en dehors, en minime, elle m'a amené partout. On a fait toute la France. C'est, c'est vraiment elle qui m'a permis aussi de me développer et de voir du monde et d'autres niveaux que l'on n'a pas forcément tous dans le Nord. Mhm. Et ouais, très très important les parents. Donc le rôle de ta mère, au-delà du côté transport, peut-être certaines conversations, un soutien particulier. C'est fan numéro un, Ouais, d'accord, toujours ok. derrière. Des fois quand il n'y avait pas de coach, on pouvait pas quand même derrière. On avait des petits trucs entre nous Mhm. pour savoir ce qu'on essayait de pouvoir faire, même si elle connaît pas forcément le judo. Elle sait des choses et forcément c'est toujours un petit plus mentalement. Je suis en train de dire, elle connaît moins le judo, donc tactiquement, c'est pas là-dessus qu'elle va forcément t'aider. Techniquement, peut-être pas non plus. Par contre, tu es en train de me dire qu'elle t'apporte. Donc, sur quoi elle t'apporte? Est-ce qu'elle t'apporte sur ta gestion émotionnelle? Est-ce que elle t'apporte d'un point de vue mental, en termes de confiance? Ouais, déjà sa présence c'est un plus parce que je suis en confiance parce que je sais qu'elle est là et que il peut arriver ce qu'il veut. Ma mère elle est là donc mentalement ça fait du bien et ensuite oui il y a des fois où ça va pas et elle est là
que ça soit émotionnel ou physique si je me blesse. C'est vraiment un plus. Ok, ok, ok. Tu as frère et sœur? Ouais, j'ai un Ouais. petit frère, ouais. Comment ça se passe? Avec lui, Ouais, avec lui? c'est c'est des frères quoi. Il y a des fois, bah, on s'embrouille. Il y a des fois où bah, on va jouer ensemble. Mhm. Après, en judo, comme il lâche un peu, on fait pas trop. Mais là, par exemple, on est allé ensemble faire du judo Mhm. et on a fait le judo ensemble. Moi, je me suis amusé, il s'est amusé. Ok, ouais, c'est génial, c'est super. C'est super. C'était ma question justement. Est-ce que tu ressens que tu es influent peut-être sur son parcours à lui? Ben, au début, oui, je pense, parce que moi je le ressens pas, mais mes parents ils me disent que moi je suis son exemple, qui veut Mhm. faire exactement ce que je fais, et il a fait ça pendant des années. Là, il lâche un peu, mais il a vraiment toujours essayé de faire comme moi. Ouais. Ok. Tout à l'heure, tu me parles de ta blessure. Donc, ça a été à un moment donné un blocage pour toi, pour continuer à progresser. Comment tu as géré cette blessure? Quel type de blessure ça a été déjà? Et comment tu as réussi à gérer cette blessure pour te sentir mieux ensuite, aussi bien à l'entraînement et en compétition? J'ai fait plusieurs blessures, j'avais fait mes deux clavicules, et ce qui m'a vraiment bloqué, ça a été mon épaule. On n'a jamais vraiment su si c'était musculaire ou si c'était osseux. En tout cas, j'avais un problème à l'épaule. Et ben, en fait, au début, j'ai fait de la préparation physique. J'ai fait comme je pouvais. J'ai essayé de gérer un maximum. Et ensuite, j'ai fait un peu de repos. On a reposé. Et ensuite, on a pu repartir tranquillement. Et là, j'étais reparti pour le judo. D'accord. Euh, donc, du coup, la stratégie, ça a été repos et muscu. Ouais, c'est ça. Et grâce à ça, tu t'es senti mieux, aussi dans la tête, j'imagine, Mentalement aussi, ouais. pour pouvoir avoir plus de confiance aussi à l'entraînement, pour pouvoir s'entraîner correctement. Est-ce que tu as vécu vraiment un blocage ou une difficulté en dehors d'une blessure dans le judo ou dans le jiu-jitsu, peu importe, mais qui t'aurait un petit peu pourri une partie de la saison à un moment donné? Bah, là, cette année, ça m'a pas pourri, mais il y a eu un moment où j'ai explosé, et juste après, bah, j'avais plus de résultats, je faisais plus rien. Et c'est là où, du coup, je t'ai recontacté, parce qu'il y avait eu, bah, je sais pas, un truc, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il n'y avait pas de blessure, rien, mais dans le vide, il n'y avait plus de résultats, plus rien sur les compétitions, à l'entraînement, et voilà. Est-ce que tu as réussi à identifier ce qui a fait que, à un moment donné, il n'y a plus de résultats? C'est le fait qu'à l'entraînement, je me sois relâché sur tout ce que je faisais, et mentalement aussi du fait que bah, des fois on lâche au moindre petit effort qu'il faut faire encore un peu plus pour atteindre l'objectif. Mhm. Comment t'expliques ça, le fait de lâcher? Tu t'es senti bien, peut-être trop confiant? Bah, c'est ouais, du fait d'avoir fait des bons résultats en début d'année, peut-être un excès de confiance, du fait qu'on fasse des bons résultats, se dire que bah, on a passé un niveau et puis voilà, c'est fini, alors que pas du tout. La saison, elle venait que de commencer, et que dans la saison, c'est un marathon, qu'on ne peut pas se permettre de se relâcher comme ça en plein milieu de l'année. Mhm. Je comprends. Donc tu as réussi à progresser par rapport à ça, non? C'est Ok. Quelle leçon t'en tires de ça pour les années à venir? C'est quand ben, c'est toute une année, on doit être à fond, toujours non-stop, et quand on a un repos, il faut en profiter un maximum pour reposer Hmm. notre tête et notre corps. Je crois Parce que que c'est possible ça de rester toute la saison à fond? je pense que qu'on le veuille ou non, on a des hauts et des bas, Mhm. et forcément que notre corps à un moment il lâche. Donc si c'est pas nous qui en prenons conscience, bah, notre corps il nous le fait savoir par des blessures. Donc il peut y avoir, il faut qu'il y ait des bas, parce que sinon ça va pas Hmm. mentalement. Et justement, avoir ces bas, il faut apprendre à les gérer aussi.
faut comprendre pourquoi ils arrivent, apprendre à les gérer, les accepter à un moment donné pour éviter de rentrer dans cette frustration, de rentrer dans des moments de doute généralisés, parce qu'une période de moins bien, ça arrive à tout le monde, comme les périodes de je surfe sur la vague et je suis trop bon, ça arrive, mais à un moment donné, il faut être capable d'assumer le fait de dire, bah ok, à un moment donné, c'est bien, c'est mon moment, ça va peut-être partir à un moment donné, mais je suis capable de jouer. Moi, je pense que, pour en revenir un petit peu sur ton sujet, hein, ce qui s'est passé, c'est que tu viens de le dire, en fait. Tu aimes être à fond, toujours à fond, super à fond, mais il y a un moment donné où ton corps te dit, ou ta tête te dit, ok, là, ça va plus, mon corps, il suit plus. Ok. Ouais. Encore du travail sur le fait de s'écouter, le fait de se dire, ok, c'est pas grave, c'est un moment où je dois me relâcher un petit peu, éviter le surentraînement, et dans la tête, ça fonctionne comme ça aussi. Être capable de s'écouter par rapport à ça. Ok. Comment t'expliquerais euh, euh, ta manière de te donner confiance ou d'avoir confiance euh, cette saison? Comment tu as construit ta confiance sur les saisons précédentes? Mais en fait, c'est un peu, c'est pas venu comme ça, mais en fait, du fait que, je pense que du fait que ce soit ma dernière année, qu'il y a eu certains résultats sur des grosses compétitions auxquelles on ne s'attendait pas, ça a créé une grosse confiance et bah, j'ai appris après à faire avec. Et du coup, il y a eu des chutes et donc j'ai appris à ce que la confiance, quand même, on la restreigne un peu pour pas que du coup, il y ait encore des bas comme ça. Mhm. Ouais, tu parles de ta surconfiance à un moment donné. C'est ça. Ok, ouais. Ok. Mais du coup, tu penses vraiment que c'est ta surconfiance ou cette confiance qui fait que tu t'es relâché? C'est en fait au début sur le peut-être le premier ou deuxième résultat, il y a eu de la confiance et du fait que en fait tous étaient bien alignés, que tout allait bien. Je pense que là il y a eu une surconfiance et c'est Ouais, pour ça que ça a chuté après. ok, ok. D'accord, ouais, tu mets en relation justement les bons résultats qui pourraient déclencher le fait qu'après ça s'écroule, quoi. C'est ça. Ouais, je comprends. Je comprends. Si tu, voilà, si tu devais apprendre quelque chose de ça, Bah, jamais avoir il faut avoir de la confiance en soi parce que ça aide mhm, dans tout, même en dehors du judo, mais jamais de trop parce que sinon après on chute. ouais, c'est le relâchement que tu as eu qui fait que. Ok. J'en profite là un instant. Est-ce qu'on peut te suivre sur un support, sur les réseaux? Est-ce que tu as. Oui, oui, on Ouais, peut me suivre sur Instagram, Facebook, TikTok, j'ai Snap, tout. ok. On mettra en lien ton hashtag, non? Ok, Ou ouais, ok. carrément. Ouais. Et tu peux nous le dire? C'est Joshua Marmier. Je suis à Marie. C'est ça. Ok, très bien. La dernière question, ce serait est-ce que tu aurais un conseil à donner à des auditeurs, à des gens qui nous écouteraient, lorsque ils vivent des moments difficiles à l'approche des compétitions ou dans la saison, par rapport à ton expérience, est-ce que tu aurais certains conseils à donner? En fait, il faut apprendre un peu à se relâcher, à pas se mettre forcément une pression parce qu'il y a une compétition qui arrive, parce que la mauvaise pression, mentalement, ça va pas aller, et du coup, on va croire qu'on fait tout mal, et donc, du coup, en compétition, ça va un peu mal se passer. Et il faut se dire que c'est une compétition, les autres, ils sont pareils que nous. On s'entraîne pour ça, donc il n'y a pas de raison que ça aille pas. La pression, il faut qu'elle soit bonne, parce que sinon, forcément, ça ira pas dans les combats. Mhm. Je te remercie beaucoup, Joshua. Un plaisir de t'avoir reçu ici et plaisir de se revoir au bord des tatamis. Voilà pour cette rencontre avec Joshua Marmier. Ce que j'aime dans son histoire, c'est qu'elle ne raconte pas seulement où il en est aujourd'hui. Elle raconte surtout où il veut aller et ce qu'il est prêt à mettre en place pour y arriver. Et son histoire ne fait que commencer. Si cette interview t'a apporté quelque chose, abonne-toi à Fighter dans la tête sur YouTube ou sur Spotify. Et surtout, partage cet épisode à un combattant, un parent ou un entraîneur à qui l'histoire de Joshua pourrait parler. Tu n'as pas toujours besoin de changer de technique, de modifier ton entraînement ou d'en faire toujours plus. Parfois, ce que tu dois changer,
C'est ce qui se passe là-haut parce qu'au fond, le combat, c'est d'abord dans la tête.